Bonjour à tous, nous allons passer au chapitre 41, le jugement. Le pays se souviendra longtemps de ce procès célèbre. L'intérêt pour l'accusé était porté jusqu'à l'agitation. C'est que son crime était étonnant et pourtant pas atroce. L'utilité, ce jeune homme était si beau, sa haute fortune sitôt finie augmentait l'attendrissement. Le condamneront-ils? Demandaient les femmes aux hommes de leur connaissance, et on les voyait pâlissantes attendre la réponse, sainte beuve. Enfin parut ce jour, tellement redouté de madame de Rênal et de Mathilde. L'aspect étrange de la ville redoublait leur terreur. Il ne laissait pas sans émotion même l'âme ferme de Fouquet. Toute la Provence était accourue à Besançon pour voir juger cette cause romanesque. Depuis plusieurs jours, il n'y avait plus de place dans les auberges. Monsieur le président des assises était assailli par des demandes de billets. Toutes les dames de la ville voulaient assister au jugement. On criait dans les rues et le portrait de Julien, etc., etc. Mathilde tenait en réserve pour ce moment suprême une lettre écrite en entier de la main de monseigneur l'évêque de ce prélat qui dirigeait l'Église de France et faisait des évêques daignant demander l'acquittement de Julien. La veille, Mathilde porta cette lettre au tout-puissant grand vicaire. À la fin de l'entrevue, comme elle s'en allait fondant en larmes, je réponds de la déclaration du jury, lui dit M. de Frilair, sortant enfin de sa réserve diplomatique, et presque ému lui-même. Parmi les 12 personnes chargées d'examiner si le crime de votre protégé est constant et surtout s'il y a eu préméditation, je compte 6 amis dévoués à ma fortune et je leur ai fait entendre qu'il dépendait d'eux de me porter à l'épiscopat. Le baron Valnon, que j'ai fait maire de Verrières, dispose entièrement des 2 de ses administrés, M. de Moirod et de Chelan. À la vérité, le sort nous a donné pour cette affaire 2 jurés fort mal pensants. Mais quoique ultralibéraux, ils sont fidèles à mes ordres dans les grandes occasions. Et je les ai fait prier de voter comme M. Valnon. J'ai appris qu'un 6e jury industriel immensément riche et bavard libéral aspire en secret à une fortune au ministère de la guerre. Et sans doute il ne voudrait pas me déplaire. Je lui ai fait dire que M. de Valnon a mon dernier mot. Et quel est ce M. Valnon dit Mathilde inquiète. Si vous le connaissez, vous ne pourriez douter de succès. C'est un parleur audacieux, imprudent, grossier, fait pour mener des sots. 1814 l'a pris à la misère, et je vais en faire un préfet. Il est capable de battre les autres jurés s'ils ne veulent pas voter à sa guise. Mathilde fut un peu rassurée. Une autre discussion l'attendait dans la soirée. Pour ne pas prolonger une scène désagréable et dont, à ses yeux, le résultat était certain, Julien était résolu à ne pas prendre la parole. « Mon avocat parlera, c'est bien assez, dit-il à Mathilde. Je ne serai que trop longtemps exposé à un spectacle à tous mes ennemis. Ces Provençaux ont été choqués de la fortune rapide que je vous dois. Et croyez-moi, il n'y en a pas un qui ne désire ma condamnation. Sauf à pleurer comme un sot quand on me mènera à la mort. Il désire vous voir humilié. Il n'est que trop vrai, répondit Mathilde, mais je ne les crois point cruels. Ma présence à Besançon et le spectacle de ma douleur ont intéressé toutes les femmes. Votre jolie figure fera le reste. Si vous dites un mot devant vos juges, tout l'auditoire est pour vous, etc., etc. Le lendemain, à 9 heures, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme, il n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsque, retenu plus d'un quart d'heure au milieu de la foule, il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. Il n'entendit pas un seul propos désagréable. « Ces Provinciaux sont moins méchants que je ne le croyais, se dit-il. » En entrant dans la salle du jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. C'était un gothique propre, et une foule de jolies petites colonnes taillées dans la pierre avec le plus grand soin. Il se crut en Angleterre. Mais bientôt toute son attention fut absorbée par 12 ou 15 jolies femmes qui, placées vis-à-vis la sellette de l'accusé, remplissaient les 3 balcons au-dessus des juges et des jurés. En se retournant vers le public, il vit que la tribune circulaire qui règne au-dessus de l'amphithéâtre était remplie de femmes.
La plupart étaient jeunes et lui semblèrent fort jolis. Leurs yeux étaient brillants et remplis d'intérêt. Dans le reste de la salle, la foule était énorme, on se battait aux portes, et les sentinelles ne pouvaient obtenir de silence. Quand tous les yeux qui cherchaient Julien s'aperçurent de sa présence, en la voyant occuper la place un peu plus élevée réservée à l'accusé, il fut accueilli par un murmure d'étonnement et de tendre intérêt. On eût dit ce jour-là qu'il n'avait pas 20 ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite. Ses cheveux et son front étaient charmants. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. À peine assis sur la sellette, il entendit dire de tous côtés. « Dieu, comme il est jeune! Mais c'est un enfant! Il est bien mieux que son portrait. »« Mon accusé, lui dit le gendarme, assis à sa droite. Voyez-vous ces 6 dames qui occupent ce balcon ? Le gendarme lui indiquait une petite tribune en saillie au-dessus de l'amphithéâtre où sont placés les jurés. C'est madame la préfète, continua le gendarme, à côté madame la marquise de N. Celle-là vous aime bien. Je l'ai entendue parler au juge d'instruction. Après, c'est madame Derville. Madame Derville, s'écria Julien, et une vive rougeur couvrit son front. Au sortir d'ici, pensa-t-il, elle va écrire à madame de Rênal. Il ignorait l'arrivée de madame de Rênal à Besançon. Les témoins furent entendus. Cela prit plusieurs heures. Dès les premiers mots de l'accusation soutenue par l'avocat général, 2 de ces dames placées dans le petit balcon tout à fait en face de Julien fondirent en larmes. Madame Derville ne s'attendrit point ainsi, pensa Julien. Cependant, il remarqua qu'elle était fort rouge. L'avocat général faisait du pâteau, un mauvais français, sur la barbarie du crime commis. Julien observa que les voisines de madame Derville avaient l'air de le désapprouver vivement. Plusieurs jurés apparemment de la connaissance de ces dames leur parlaient et semblaient les rassurer. Voilà qui ne laisse pas d'être de bon augure, pensa Julien. Jusque-là, il s'était senti pénétré d'un mépris sans mélange pour tous les hommes qui assistaient au jugement. L'éloquence plate de l'avocat général augmenta ce sentiment de dégoût, mais peu à peu la sécheresse d'âme de Julien disparut devant les marques d'intérêt dont il était évidemment l'objet. Il fut content de la mine ferme de son avocat. « Pas de phrase, lui dit-il, tout bas, comme il allait prendre la parole. Toute l'emphase pillée à Bossuet. Qu'on a étalé contre vous, vous a servi, dit l'avocat. En effet, à peine avait-il parlé pendant 5 minutes que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. L'avocat, encouragé, adressa au juré des choses extrêmement fortes. Julien frémit et se sentait sur le point de verser des larmes. Grand Dieu, que diront mes ennemis ? Il allait céder à l'attendrissement qui le gagnait. Lorsque, heureusement pour lui, il surprit un regard insolent de monsieur le baron de Valnon. Les yeux de ce cuistre sont flamboyants, se dit-il. Quel triomphe pour cette âme basse! Quand mon crime n'aurait amené que cette seule circonstance, je devrais le maudire. Dieu sait ce qu'il dira de moi dans les soirées d'hiver à madame de Rênal. Cette idée effaça toutes les autres. Bientôt après, Julien fut rappelé à lui-même par les marques d'assentiment du public. L'avocat venait de terminer sa plaidoirie. Julien se souvint qu'il était convenable de lui serrer la main. Le temps avait passé rapidement. On apporta des rafraîchissements à l'avocat et à l'accusé. Ce fut alors seulement que Julien fut frappé d'une circonstance. Aucune femme n'avait quitté l'audience pour aller dîner. « Ma foi, je meurs de faim, dit l'avocat, et vous ?»« Moi de même, répondit Julien. Voyez, voilà madame la préfète qui reçoit aussi son dîner. Lui, dit l'avocat en lui indiquant le petit balcon. Bon courage, tout va bien. La séance recommença. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence, de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. Voilà le dernier demi-jour qui commence, pensa Julien. Bientôt il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui les yeux de madame Derville, qui aux lumières, lui, semblèrent bien brillants.
Pleurait-elle, par hasard? Pensa-t-il. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de gens qui, nés dans un ordre inférieur et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs. Il sera puni avec d'autant plus de sévérité que, dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant 20 minutes, Julien parla sur ce ton et dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège. Mais malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Madame Derville elle-même avait son mouchoir sur ses yeux. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans borne que, dans des temps plus heureux, il avait pour Madame de Rênal. Madame Derville jeta un cri et s'évanouit. Une heure sonnait comme les jurés se retiraient dans leur chambre. Aucune femme n'avait abandonné sa place, plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux. Les conversations furent d'abord très vives. Mais peu à peu, la décision du jury se faisait attendre. La fatigue générale commença à jeter du calme dans l'assemblée. Ce moment était solennel. Les lumières jetaient moins d'éclat. Julien, très fatigué, entendait discuter auprès de lui la question de savoir si ce retard était le bon ou de mauvais augure. Il vit avec plaisir que tous les vœux étaient pour lui. Le jury ne revenait point et cependant aucune femme ne quittait la salle. Comme 2 heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. Monsieur le baron de Valmont s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre, et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Elle fut prononcée un instant après. Julien regarda sa montre et se souvint de Monsieur de la Valette. Il était 2h15. C'est aujourd'hui vendredi, périsa-t-il. Oui, mais ce jour est heureux pour le Valmont qui me condamne. Je suis trop surveillé pour que Mathilde puisse me sauver comme fit Madame de la Valette. Ainsi, dans 3 jours, à cette même heure, je saurai à quoi m'en tenir sur le grand peut-être. En ce moment, il entendit un cri et il fut frappé aux choses de ce monde. Les femmes autour de lui sanglotaient. Il vit que toutes les figures étaient tournées vers une petite tribune pratiquée dans le couronnement d'un pilastre gothique. Il sut plus tard que Mathilde s'y était cachée. Comme le cri ne se renouvela pas, tout le monde se remit à regarder Julien, auquel les gendarmes cherchaient à faire traverser la foule. Tâchons de ne pas apprêter à rire à ce fripon de Valmont, pensa Julien. Avec quel air, contrit et patelin, il a prononcé la déclaration qui entraîne la peine de mort, tandis que ce pauvre président des assises, tout juge et depuis nombre d'années, avait la larme à l'œil en me condamnant. Quelle joie pour Valmont de se venger de notre ancienne rivalité auprès de Madame de Rênal. Je ne la verrai donc plus. C'en est fait. Un dernier adieu est impossible entre nous, je le sens, que j'aurais été heureux de lui dire toute l'horreur que j'ai de mon crime. Seulement ces paroles, je me trouve justement condamné. Chapitre 42. En ramenant Julien en prison, on l'avait introduit dans une chambre destinée aux condamnés à mort.
Lui, qui d'ordinaire remarquait jusqu'aux plus petites circonstances, ne s'était point aperçu qu'on ne le faisait pas remonter à son donjon. Il songeait à ce qu'il dirait à madame de Rênal si, avant le dernier moment, il avait le bonheur de la voir, et pensait qu'elle l'interromprait et voulait du premier mot pouvoir lui peindre tout son repentir. Après une telle action, comment lui persuader que je l'aime uniquement? Car enfin j'ai voulu la tuer par ambition ou par amour pour Mathilde. En se mettant au lit, il trouva des draps d'une toile grossière. Ses yeux se dessillèrent. Ah, je suis au cachot, se dit-il, comme condamné à mort, c'est juste. Le comte Altamira me racontait que, la veille de sa mort, Danton disait avec sa grosse voix: c'est singulier, le verbe guillotionner ne peut pas se conjuguer dans tous ces temps. On peut bien dire je serai guillotiné, tu seras guillotiné, mais on ne dit pas j'ai été guillotiné. Pourquoi pas, reprit Julien, s'il y a une autre vie. Ma foi, si je trouve le Dieu des chrétiens, je suis perdu. C'est un despote, et comme tel, il est rempli d'idées de vengeance. Sa Bible ne parle que des punitions atroces. Je ne l'ai jamais aimé. Je n'ai même jamais voulu croire qu'on l'aimait sincèrement. Il est sans pitié et il se rappela plusieurs passages de la Bible, et me punira d'une manière abominable. Mais si je trouve le Dieu de Fénélon, il me dira peut-être, et te sera beaucoup pardonné parce que tu as beaucoup aimé. Ai-je beaucoup aimé? Ah, j'ai aimé madame de Rênal, mais ma conduite a été atroce. Là, comme ailleurs, le mérite simple et modeste a été abandonné pour ce qui est brillant. Mais aussi, quelle perspective! Colonel de hussards, si nous avions la guerre, secrétaire de légation pendant la paix, ensuite ambassadeur, car bientôt j'aurais su les affaires. Ah, et quand je n'aurais été qu'un sot, le genre du marquis de La Mole, a-t-il quelque rivalité à craindre? Toutes mes sottises eussent été pardonnées, ou plutôt comptées pour des mérites. Homme de mérite et jouissant de la plus grande existence à Vienne ou à Londres. Pas précisément, monsieur. Guillotiné dans 3 jours. Julien rit de bon cœur de cette saillie de son esprit. En vérité, l'homme a 2 êtres en lui, pensa-t-il. Qui diable songeait à cette réflexion maligne? Eh bien, oui, mon ami, guillotiné dans 3 jours, répondit-il à l'interrupteur. Monsieur de Cholin louera une fenêtre. De compte à demi avec l'abbé Maslon. Eh bien, pour le prix de location de cette fenêtre, lequel de ces 2 dignes personnages volera l'autre? Ce passage de Véneslas de Rotreau lui revint tout à coup. Ladislas, mon âme est toute prête. Le roi, père de Ladislas, l'échafaud l'est aussi. Portez-y votre tête. Belle réponse, pensa-t-il, et il s'endormit. Quelqu'un le réveilla le matin en le serrant fortement. Quoi, déjà? Dit Julien en ouvrant un œil hagard. Il se croyait entre les mains du bourreau. C'était Mathilde. Heureusement, elle ne m'a pas compris. Cette réflexion lui rendit tout son sang-froid. Il trouva Mathilde changée comme par 6 mois de maladie, et réellement elle n'était pas reconnaissable. Cet infâme Frilair m'a trahi, lui disait-elle, en se tordant les mains. La fureur l'empêchait de pleurer. N'étais-je pas beau hier, quand j'ai pris la parole? Répondit Julien. J'improvisais pour la première fois de ma vie. Il est vrai qu'il est à craindre que ce ne soit aussi la dernière. Dans ce moment, Julien jouait sur le caractère de Mathilde avec tout le sang-froid d'un pianiste habile qui touche un piano. L'avantage d'une naissance illustre me manque. Il est vrai, ajouta-t-il, mais la grande dame de Mathilde a élevé son amant jusqu'à elle. Croyez-vous que Boniface de la Mole ait été mieux devant ses juges? Mathilde, ce jour-là, était tendre sans affectation, comme une pauvre fille habitant un 5e étage, mais elle ne put obtenir de lui des paroles plus simples. Il lui rendait, sans le savoir, le tourment qu'elle lui avait souvent infligé. On ne connaît point les sources du Nil, se disait Julien. Il n'a point été donné à l'œil de l'homme de voir le roi des fleuves dans l'état du simple ruisseau. Ainsi aucun œil humain ne verra Julien faible, d'abord parce qu'il ne l'est pas, mais ne verra Julien faible. Mais j'ai le cœur facile à toucher. La parole la plus commune, si elle est dite avec un accent vrai, peut attendrir ma voix et même faire couler mes larmes. Que de fois, les cœurs secs ne m'ont-ils pas méprisé pour ce défaut? Ils croyaient que je demandais grâce, voilà ce qu'il ne faut pas souffrir.
On dit que le souvenir de sa femme émut Danton au pied de l'échafaud. Mais Danton avait donné de la force à une nation de fréluquets et empêché l'ennemi d'arriver à Paris. Moi seul, je sais ce que j'aurais pu faire. Pour les autres, je ne suis tout au plus qu'un peut-être. Si madame de Rênal était ici, dans mon cachot, au lieu de Mathilde, aurais-je pu répondre de moi? L'excès de mon désespoir et de mon repentir eût passé aux yeux de Valnon et de tous les patients du puits pour l'ignoble peur de la mort. Ils sont si fiers, ces cœurs faibles, que leur position pécuniaire met au-dessus des tentations. Voyez ce que c'est, auraient dit messieurs de Moirod et de Cholin, qui viennent de me condamner à mort, que de naître fils d'un charpentier. On peut devenir avant adroit, mais le cœur ne s'apprend pas. Même avec cette pauvre Mathilde qui pleure maintenant, ou plutôt qui ne peut plus pleurer, dit-il en regardant ses yeux rouges. Il la serra dans ses bras. L'aspect d'une douleur vraie lui fit oublier son syllogisme. Elle a pleuré toute la nuit peut-être, se dit-il, mais un jour, quelle honte ne lui fera pas ce souvenir. Elle se regarda comme ayant été égarée dans sa première jeunesse par les façons de penser basses d'un plébéien. Le Croisenois est assez faible pour l'épouser et, ma foi, il fera bien, et lui fera jouer un rôle. Du droit qu'un esprit ferme et vaste, en ses desseins, a sur l'esprit grossier des vulgaires humains. Ah ça, voici qui est plaisant. Depuis que je dois mourir, tous les vers que j'ai jamais su en ma vie me reviennent à la mémoire. Ce sera un signe de décadence. Mathilde le répétait d'une voix éteinte. Il est là, dans la pièce voisine. Enfin, il fit attention à ses paroles. Sa voix est faible, pensa-t-il, mais tout ce caractère impérieux est encore dans son accent. Elle baisse la voix pour ne pas se fâcher. Et qui est là lui dit-il d'un air doux. L'avocat pour vous faire signer votre appel. Je n'appellerai pas. Comment vous n'appellerez pas dit-elle en se levant et les yeux étincelants de colère. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'en ce moment, je me sens le courage de mourir sans trop faire rire à mes dépens. Et qui me dit que dans 2 mois, après un long séjour dans ce cachot humide, je serai aussi bien disposée? Je prévois des entrevues avec des prêtres, avec mon père. Rien au monde ne peut m'être aussi désagréable. Mourons. Cette contrariété imprévue réveilla toute la partie altière de caractère de Mathilde. Elle n'avait pu voir l'abbé de Frilair avant l'heure où l'on ouvre les cachots de la prison de Besançon. Sa fureur retomba sur Julien. Elle l'adorait pendant un grand quart d'heure et retrouva dans ses imprécations contre son caractère, de lui, Julien, dans ses regrets de l'avoir aimé, toute cette âme hautaine qui jadis l'avait accablé d'injures si poignantes, dans la bibliothèque de l'hôtel de la Mole. Le ciel devait à la gloire de ta race de te faire naître homme, lui dit-il. Mais quant à moi, pensa-t-il, je serais bien dupe de vivre encore 2 mois dans ce séjour dégoûtant, en but à tout ce que la faction patricienne peut en venir d'infâme et d'humiliant, et ayant pour unique consolation les imprécations de cette folle. Eh bien, après-demain matin, je me bats un duel avec un homme connu par son sang-froid et par une adresse remarquable. Fort remarquable, dit le parti, Méphistophèle. Elle ne manque jamais son coup. Eh bien, soit la bonne heure. Mathilde continua à être éloquente. Parbleu non, se dit-il, je n'appellerai pas. Cette résolution prise, il tomba dans la rêverie. Le courrier en passant apportera le journal à 6 heures. Comme à l'ordinaire, à 8 heures, après que M. de Rênal l'aura lu, Élisa, marchant sur la pointe du pied, viendra le déposer sur son lit. Plus tard, elle s'éveillera, tout à coup en lisant, elle sera troublée, sa jolie main tremblera, elle lira jusqu'à ces mots. À 10h05, il avait cessé d'exister. Elle pleurera à chaudes larmes. Je la connais, en vain j'ai voulu l'assassiner, tout sera oublié. Et la personne à qui j'ai voulu ôter la vie sera la seule qui sincèrement pleurera ma mort. Ah, ceci est une antithèse, pensa-t-il. Et pendant un grand quart d'heure qui dura encore la scène qui lui faisait Mathilde, il ne songea qu'à madame de Rênal. Malgré lui, et quoique répondant souvent à ce que Mathilde lui disait, il ne pouvait détacher son âme du souvenir de la chambre à coucher de Verrières.
Il voyait la gazette de Besançon sur la courte pointe de taffetas orange. Il voyait cette main si blanche qu'il la serrait d'un mouvement convulsif. Il voyait Madame de Rênal pleurer. Il suivait la route de chaque larme sur cette figure charmante. Mademoiselle de la Mole ne pouvait rien obtenir de Julien, fit entrer l'avocat. C'était heureusement un ancien capitaine de l'armée d'Italie, de 1796, où il avait été camarade de Manuel. Pour la forme, il combattit la résolution du condamné. Julien voulait le traiter avec estime, lui déduisit toutes ses raisons. « Ma foi, on peut penser comme vous, » finit par le dire M. Félix Fanon. C'était le nom de l'avocat. « Mais vous avez 3 jours pleins pour rappeler, et il est non de mon devoir de revenir tous les jours. Si un volcan s'ouvrait sous la prison d'ici à 2 mois, vous seriez sauvé. Vous pouvez mourir de maladie, dit-il en regardant Julien. Julien lui serra la main. Je vous remercie, vous êtes un brave homme. À ceci je songerai. Et lorsque Mathilde sortit enfin avec l'avocat, il se sentait beaucoup plus d'amitié pour l'avocat que pour elle. Chapitre 43. Une heure après, comme il dormait profondément, il fut éveillé par des larmes qui sentaient couler sur sa main. « Ah, c'est encore Mathilde, pensa-t-il à demi éveillé. Elle vient fidèle à la théorie et attaquer ma résolution par les sentiments tendres. » Ennuyé de la perspective de cette nouvelle scène dans le genre pathétique, il n'ouvrit pas les yeux. Les vers de Belphégor, fuyant sa femme, lui revinrent à la pensée. Il entendit un soupir singulier. Il ouvrit les yeux, c'était Madame de Rênal. « Ah, je te revois avant que de mourir. Est-ce une illusion ?» s'écria-t-il en se jetant à ses pieds. « Mais pardon, madame, je ne suis qu'un assassin à vos yeux, dit-il à l'instant en revenant en lui. Monsieur, je viens vous conjurer d'appeler. Je sais que vous ne le voulez pas. » Ses sanglots l'étouffaient, elle ne pouvait parler. « Daignez me pardonner. Si tu veux que je te pardonne, lui dit-elle en se levant et se jetant dans ses bras, appelle tout de suite de ta sentence de mort. Julien la couvrait de baisers. « Viendrais-tu me voir tous les jours pendant ces 2 mois ? Je te le jure, tous les jours, à moins que mon mari ne me le défende. »« Je signe, » s'écria Julien. « Quoi, tu me pardonnes ? Est-il possible ?» Il la serrait dans ses bras. Il était fou. Elle jeta un petit cri. « Ce n'est rien, lui dit-elle. Tu m'as fait mal. »« À ton épaule, » s'écria Julien, fondant en larmes. Il s'éloigna un peu et couvrit sa main de baisers de flamme. « Qui me le dit la dernière fois que je te vis dans ta chambre à Verrières ? Qui me dit alors que j'écrirai à monsieur de la Mole cette lettre enfin ? Sache que je t'ai toujours aimé, que je n'ai aimé que toi. Est-il bien possible ? » s'écria Madame de Rênal, ravie à son tour. Elle s'appuya sur Julien qui était à ses genoux et longtemps ils pleurèrent en silence. À aucune époque de sa vie, Julien n'avait trouvé un moment pareil. Bien longtemps après, quand on put parler. « Et cette jeune Madame Michelet, dit Madame de Rênal, ou plutôt cette Mademoiselle de la Mole, car je commence en vérité à croire à cet étrange roman. »« Elle n'est vraie qu'en apparence, répondit Julien. C'est ma femme, mais ce n'est pas ma maîtresse. » En s'interrompant 100 fois l'un l'autre, ils parvinrent à grand-peine à se raconter ce qu'ils ignoraient. La lettre écrite à monsieur de la Mole avait été faite par le jeune prêtre qui dirigeait la conscience de Madame de Rênal, et ensuite copiée par elle. « Quelle horreur m'a fait commettre la religion, lui disait-elle. Et encore, j'ai adouci les passages les plus affreux de cette lettre. » Les transports et le bonheur de Julien le prouvaient combien il lui pardonnait. Jamais il n'avait été aussi fou d'amour. « Je me crois pourtant pieuse, lui disait Madame de Rênal, dans la suite de la conversation. Je crois sincèrement en Dieu, je crois également, et même cela m'est prouvé, que le crime que je commets est affreux. Et dès que je te vois, même après que tu m'as tiré 2 coups de pistolet. » Et ici, malgré elle, Julien la couvrit de baisers. « Laisse-moi, continua-t-elle, je veux raisonner avec toi, de peur de l'oublier. Dès que je te vois, tous les devoirs disparaissent. Je ne suis plus qu'amour pour toi. Ou plutôt le mot amour est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu, un mélange de respect, d'amour et d'obéissance. En vérité, je ne sais pas ce que tu m'inspires. Tu me diras de donner un coup de couteau au geôlier, que le crime serait commis avant que j'y eusse songé. Explique-moi.
Cela bien nettement avant que je te quitte. Je veux voir clair dans mon cœur, car dans 2 mois nous nous quittons. À propos, nous quitterons-nous lui dit-elle en souriant. Je retire ma parole, s'écria Julien en se levant. Je n'appelle pas. Je n'appelle pas de la sentence de mort. Si par poison, couteau, pistolet, charbon ou de toute autre manière quelconque tu cherches à mettre fin à un obstacle, tu, tu cherches à mettre fin ou obstacle à ta vie. La physionomie de madame de Rênal changea tout à coup. La plus vive tendresse fit place à une rêverie profonde. Si nous mourions tout de suite, lui dit-elle enfin. Qui sait ce que l'on trouve dans l'autre vie, répondit Julien. Peut-être des tourments, peut-être rien du tout. Ne pouvons-nous pas passer 2 mois ensemble d'une manière délicieuse? 2 mois, c'est bien des jours. Jamais je n'aurais été aussi heureux. Jamais tu n'aurais été aussi heureux. Jamais, répéta Julien ravi, et je te parle comme je me parle à moi-même. Dieu me préserve d'exagérer. C'est me commander que de parler ainsi, dit-elle avec un sourire timide et mélancolique. Eh bien, tu jures sur l'amour que tu as pour moi, de n'attenter à ta vie par aucun moyen direct ni indirect. Songe, ajouta-t-il, qu'il faut que tu vives pour mon fils, que Mathilde abandonnera à Délaquet dès qu'elle sera marquise de Croisenois. Je jure, reprit-elle froidement, mais je veux emporter ton appel écrit et signé de ta main. J'irai moi-même chez monsieur le procureur général. Prends garde, tu te compromets. Après la démarche d'être venu te voir dans ta prison, je suis à jamais, pour Besançon et toute la Franche-Comté, une héroïne d'anecdotes, dit-elle d'un air profondément affligé. Les bornes de l'austère pudeur sont franchies. Je suis une femme perdue d'honneur, et il est vrai que c'est pour toi. Son accent était si triste que Julien l'embrassa avec un bonheur tout nouveau pour lui. Ce n'était plus l'ivresse de l'amour, c'était reconnaissance extrême. Il venait d'apercevoir pour la première fois toute l'étendue du sacrifice qu'il lui avait fait. Quelque âme charitable informa, sans doute, M. de Rênal, des longues visites que sa femme faisait à la prison de Julien. Car au bout de 3 jours, il lui envoya sa voiture avec l'ordre exprès de revenir sur le champ à Verrières. Cette séparation cruelle avait mal commencé la journée pour Julien. On l'avertit 2 ou 3 heures après qu'un certain prêtre intrigant et qui pourtant n'avait pu se pousser parmi les jésuites de Besançon s'était établi depuis le matin en dehors de la porte de la prison dans la rue. Il pleuvait beaucoup, et là cet homme prétendait jouer le martyr. Julien était mal disposé, cette sottise le toucha profondément. Le matin, il avait déjà refusé la visite de ce prêtre, mais cet homme s'était mis en tête de confesser Julien et de se faire un nom parmi les jeunes femmes de Besançon, par toutes les confidences qu'il prétendait en avoir reçues. Il déclarait à haute voix qu'il allait passer la journée et la nuit à la porte de la prison. Dieu m'envoie pour toucher le cœur de cet autre apostat. Et le bas peuple, toujours curieux d'une scène, commençait à s'attrouper. Oui, mes frères, leur disait-il, je passerai ici la journée, la nuit, ainsi que toutes les journées et toutes les nuits qui suivront. Le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai une mission d'en haut. C'est moi qui dois sauver l'âme du jeune Sorel. Unissez-vous à mes prières, etc., etc. Julien avait horreur du scandale et de tout ce qui pouvait attirer l'attention sur lui. Il songea à saisir le moment pour s'échapper du monde incognito. Mais il avait quelque espoir de revoir madame de Rênal, et il était éperdument amoureux. La porte de la prison était située dans l'une des rues les plus fréquentées. L'idée de ce prêtre crotté faisait foule et scandale, torturait son âme. Et sans nul doute, à chaque instant, il répète mon nom. Ce moment fut plus pénible que la mort. Il appela 2 ou 3 fois, à 1 heure d'intervalle, un porte-clés qui lui était dévoué, pour l'envoyer voir si le prêtre était encore à la porte de la prison. « Monsieur, il est à 2 genoux dans la boue, lui disait toujours le porte-clés. Il prit à haute voix et dit des litanies pour votre âme. L'impertinent, pensa Julien. En ce moment, en effet, il entendit un bourdonnement sourd. C'était le peuple répondant aux litanies. Pour comble d'impatience, il vit le porte-clés lui-même agiter ses lèvres en répétant les mots latins. On commence à dire, ajouta le porte-clés, qu'il faut que vous ayez le cœur bien endurci pour refuser les secours de saint homme.
ô ma patrie, que tu es encore barbare, s'écria Julien ivre de colère. Et il continua son raisonnement tout haut et sans songer à la présence du porte-clés. Cet homme veut un article dans le journal, et le voilà sûr de l'obtenir. Ah, maudit provincieux, à Paris, je ne serai pas soumis à toutes ces vexations. On y est plus savant en charlatanisme. Faites entrer ce sang prêtre, dit-il enfin au porte-clés, et la sueur coulait à grands flots sur son front. Le porte-clés fit le signe de la croix et sortit tout joyeux. Ce saint prêtre se trouva horriblement laid. Il était encore plus crotté. La pluie froide qu'il faisait augmentait l'obscurité de l'humidité et du cachot. Le prêtre voulut embrasser Julien et se mit à s'attendrir en lui parlant. La plus basse hypocrisie était trop évidente de sa vie. Julien n'avait été aussi en colère. Un quart d'heure après l'entrée du prêtre, Julien se trouva tout à fait un lâche. Pour la première fois, la mort lui parut horrible. Il pensait à l'état de purification où serait son corps 2 jours après l'exécution, etc., etc. Il allait se trahir par quelques signes de faiblesse ou se jeter sur le prêtre et l'étrangler avec sa chaîne lorsqu'il eut l'idée de prier le santon d'aller dire pour lui une bonne messe de 40 francs ce jour-là même. Or, il était près de midi. Le prêtre décampa. Voilà, c'était des chapitres assez perturbants, je vous avoue. Ça fait un peu quand même... ça fait pleurer. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie énormément de votre attention. Et je vous dis à la prochaine fois. Et il ne reste plus qu'une vidéo. Donc, une toute dernière. Avec les toutes dernières chapitres 44 et 45. Et puis je vous parlerai peut-être de quelques commentaires qui sont à la fin du livre. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a à la fin. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et à la dernière pour cette lecture. Merci.